Romy Gonen était en captivité lorsqu'elle a reçu un appel inattendu. De l'autre côté du fil, une voix calme, froide. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qui contrôlait tout autour d'elle. Il a dit qu'elle serait bientôt libérée, mais il a demandé une chose en échange. Qu'elle ne raconte jamais ce que les ravisseurs lui avaient fait. Et tu sais qui était cet homme ? Le chef de la branche militaire du Hamas. L'architecte du 7 octobre qu'Israël a essayé de tuer 6 fois, et il a échoué à chacune des 6 tentatives. Mais il y avait une raison pour laquelle il était encore en vie, une raison troublante. Cette raison, c'était les propres victimes du Hamas. Et comprendre cela est la clé pour répondre à une question que beaucoup de gens se posent en ce moment. Le Hamas a-t-il encore un avenir ? Parce que c'est une histoire de cruauté qui finit par se retourner contre ceux qui l'utilisent. Sur la patience qui triomphe de la paranoïa. Et sur la justice qui arrive, même après 2 ans. Izz al-Din al-Haddad ne se cachait pas seulement sur des routes d'évasion. Il avait une protection qu'aucune technologie de renseignement ne pouvait surpasser. Des otages israéliens étaient gardés près de lui, délibérément, comme boucliers humains. De jeunes soldats capturés lors de l'attaque du 7 octobre, parmi elles, Liri Albag, Daniela Gilboa et Agam Berger. Des observatrices militaires de la base de Nahal Oz ont été utilisées comme barrière vivante entre lui et les chasseurs de l'armée de l'air israélienne. Pense à cela une seconde. Les mêmes femmes que le Hamas avaient arrachées à leur lit, à leur famille, lors du jour le plus brutal de l'histoire récente d'Israël, ces femmes ont été utilisées comme boucliers pour protéger l'homme qui avait ordonné leur enlèvement. Israël savait où il se trouvait, mais attaquer signifiait tuer les personnes qu'il essayait de sauver. Alors, pendant des mois, Israël a observé et attendu. Mais au fond, qui était cet homme capable d'utiliser des innocents comme boucliers ? Al-Haddad a rejoint le Hamas à l'âge de 17 ans, peu après la fondation du groupe, en 1987. Il a passé des décennies à gravir les échelons de la hiérarchie des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, gagnant la réputation d'être quelqu'un de méticuleux, froid et extrêmement difficile à traquer. Il apparaissait rarement en public. Il ne dormait jamais 2 fois au même endroit. Il se déplaçait dans les tunnels de Gaza comme une ombre. Sans routine, sans schéma, sans visage connu. Ses dernières photos publiques remontaient à plusieurs années. Au sein des services de renseignement israéliens, il était décrit comme quelqu'un frôlant la paranoïa. Et cette paranoïa l'a maintenu en vie pendant très longtemps. Les agents qui le traquaient en sont venus à l'appeler le fantôme de Gaza. Il a été l'un des principaux planificateurs du 7 octobre 2023. Des documents capturés par l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza montrent un ordre signé par Al-Haddad avant le début de l'attaque. L'objectif principal, selon le document, était de capturer le plus grand nombre possible de soldats dans les premières minutes et de les emmener à l'intérieur de Gaza. L'enlèvement de masse n'était pas un accident. C'était la stratégie. Et Al-Haddad était l'un de ses architectes. Après le massacre, tandis que le monde suivait les négociations pour les otages, Al-Haddad gérait le système de captivité de l'intérieur. Il savait ce qui arrivait aux otages. Il contrôlait où ils étaient détenus et les utilisait pour assurer sa propre survie. Au moins 6 fois, Israël a tenté de l'éliminer pendant la guerre, et à chaque fois, il y a échappé. Parfois de justesse, parfois parce que la présence d'otages à proximité rendait l'attaque impossible. Mais en octobre 2025, le scénario a changé. Avec le cessez-le-feu sous médiation des États-Unis et la libération des derniers otages israéliens encore en captivité, le bouclier d'Al-Haddad a disparu. Soudainement, il n'y avait plus rien entre lui et Israël. Le fantôme a perdu sa seule véritable protection. Et à partir de ce moment-là, le compte à rebours a commencé. Le Shin Bet, le service de renseignement intérieur d'Israël, ainsi que le renseignement militaire, ont commencé à le traquer en temps réel. Imagine des analystes dans une salle. Ils surveillent chaque signal, chaque mouvement suspect,
chaque personne entrant ou sortant de certaines adresses à Gaza. Pendant 10 jours d'affilée, sans interruption, ils attendèrent le moment précis. Ils savaient qu'à un moment donné, ils feraient une erreur. Et quand cela arrive à un homme aussi recherché, le résultat est inévitable. Le soir du 15 mai 2026, à 19h45, Al-Haddad a commis la plus grande erreur de sa vie. Il est monté à la surface, est sorti des tunnels, et s'est rendu dans un appartement au cœur de Gaza pour retrouver sa famille. En quelques secondes, les services de renseignement ont confirmé l'opportunité. L'armée de l'air a reçu l'ordre. Le missile est arrivé avant qu'ils comprennent la situation. Le fantôme avait été trouvé. Al-Haddad a été tué avec sa femme, qu'il avait lui-même entraîné à tirer et à lancer des grenades, ainsi qu'avec d'autres membres de sa famille. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré que, dans chaque conversation qu'il a eue avec des otages libérés, le nom d'Al-Haddad revenait sans cesse. C'était l'homme qui était partout sans jamais être vu. 11 jours après la mort du fantôme, le Hamas avait déjà un nouveau chef militaire. 11 jours plus tard, lui aussi était mort. Israël a éliminé Mohamed Odeh lors d'une attaque contre un immeuble résidentiel à Gaza. 11 jours, c'est le temps pendant lequel le plus récent chef militaire du Hamas est resté en vie. Et voici ce qu'Israël a vraiment construit. Quelque chose de plus sophistiqué que simplement neutraliser des personnes. C'est un système. Chaque fois que le Hamas nomme un nouveau chef, cet homme devient automatiquement la cible numéro 1 d'Israël. Les services de renseignement israéliens surveillent déjà les candidats avant même qu'ils n'entrent en fonction. Cela signifie que toute personne compétente au sein du Hamas sait qu'accepter la direction, c'est signer sa propre condamnation à mort. Israël n'élimine pas seulement les commandants, il rend le poste lui-même indésirable, il détruit la capacité du Hamas à avoir une direction, pas seulement les dirigeants. Et nous arrivons donc à la question que vous vous posez probablement en ce moment. Est-ce la fin du Hamas ? La réponse honnête est « pas exactement ». Le Hamas a déjà perdu des dirigeants auparavant et a survécu. L'organisation a été conçue pour fonctionner en cellules indépendantes, dispersées, des groupes qui opèrent, même sans commandement central, justement pour résister à ce type de pression. Mais il existe une différence fondamentale entre ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe maintenant. Le Hamas qui a planifié le 7 octobre n'existe plus. Yahya Sinwar, l'architecte de l'attaque, est mort. Mohamed Deif, le commandant historique des brigades Al-Qassam, est mort. Mohamed Sinwar, le frère de Yahya qui a tenté de reconstruire le groupe, est mort. Ismail Haniyeh, le chef politique, a été éliminé en Iran. Al-Haddad, le dernier des grands planificateurs qui était encore à Gaza, est mort. Son remplaçant a à peine eu le temps de prendre ses fonctions avant d'être éliminé aussi. Un par un, tous éliminés. Ce qui reste n'est plus le Hamas que le monde a connu. C'est une organisation fragmentée, sans direction consolidée, sans le noyau stratégique qui a mis des années à être construit. Reconstruire cela prend du temps. Et Israël ne semble pas disposé à accorder ce temps. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que le Hamas pourra se reconstruire après tout cela ? Ou est-ce vraiment le début de la fin ? Partage ton avis en commentaire, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a permis de voir ce conflit sous un angle différent, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant. À la prochaine.